ça a été ça a été ma manière de gérer la COVID. Donc, on a eu un mandat à partir de mars 2020 sur faire une revue littérature sur la gestion en mode transversal et collaboratif et les organisations agiles. Je n'aborderai pas la question d'agilité aujourd'hui, mais tout simplement pour vous dire que les rapports qui sont présentés ici, à l'exception du rapport sur les cas terrain, mais pour le moment, ce qu'on va rendre disponible aux participants aujourd'hui, c'est le rapport, la revue de documentation, quand même une revue de documentation qui a fouillé environ 200 références importantes sur le sujet. Donc, ça va être rendu disponible à l'ensemble des participants sur le site du Pôle santé, accompagné de la présentation d'aujourd'hui, puis accompagné aussi de l'analyse qu'on a fait de 8 cas à partir de données secondaires sur la gestion de différentes perspectives ou approches en mode transversal et collaboratif. Donc, le rapport sur les cas terrain, on attend la release finale, mais il y a déjà 2 rapports importants que vous allez pouvoir consulter en complémentarité aux propos que je vais tenir aujourd'hui. Vous voyez un peu comment les rapports sont présentés sur la forme d'orienter vers la prise de décision, sur la forme assez pratico-pratique. On parle pour chacune des perspectives évoquées des principes, des enjeux, des facteurs de succès. On a introduit des grilles d'analyse, des encadrés d'exemples, des illustrations. Et on a analysé les rapports de cas terrain, toujours dans une logique de transformation des organisations, c'est-à-dire que les cas sont présentés à partir du contexte de départ, à partir du pourquoi que l'organisation a choisi de valoriser la transversalité et les modes collaboratifs, vers quoi c'est le comment, quelle approche par processus, par projet, par l'utilisation des communautés de pratique, par des plateformes collaboratives. Donc, on a évoqué, bien sûr, chacun des cas est présenté selon cette perspective de la transformation des organisations. Donc, ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui, c'est un peu d'utiliser l'image. Quand vous allez dans une nouvelle ville, un peu partout dans le monde, souvent, on prend un tour de ville pendant 1 heure pour se faire une idée globale. Et après ça, on va aller creuser un aspect ou un autre. Donc, j'aurais le goût de vous dire, c'est ce que je vais faire pendant les prochains 40 minutes. J'aurais le goût de dire, attachez vos ceintures, ça va rouler. L'idée, c'est d'essayer de vous donner le maximum d'informations qu'on a retenues dans nos rapports, dans nos réflexions, et que ça vous donne le goût d'aller plus loin sur un angle ou un autre que je vais évoquer sur différentes perspectives associées à la gestion en mode transversal et collaboratif. Donc, le premier point, pourquoi? On va faire le pourquoi, le comment et les conditions de succès génériques. Je vais retenir 2 argumentaires sur le pourquoi puis une observation d'ensemble. Il y a un argumentaire qui est plus externe, vous le savez, là, mais j'aime ça le rappeler tout le temps, c'est-à-dire que le monde des organisations est de plus en plus complexe et ça nous renvoie à des questionnements sur nos manières de s'organiser, nos manières de gérer, nos modes d'organisation et de gestion. Si on prend juste, par exemple, la perspective de l'interconnexion et de l'interdépendance et de la disruption, par exemple, on voit que de plus en plus en santé, parce qu'on est dans le pôle santé, on utilise une approche souvent de santé globale ou d'approche holistique de la santé biopsychosociale. Alors, lorsqu'on retient cette approche-là, ça veut dire qu'on travaille en chaîne de valeur, prévenir, guérir, soutenir. Et pour soutenir une chaîne de valeur en santé, bien souvent, on va mettre en place des programmes clientèle ou des trajectoires de soins. Et ces trajectoires de soins-là vont être construites dans une logique de gestion par processus, par activité. Marie-Hélène est experte de ces questions-là. Et dans le fond, l'idée d'introduire la transversalité par les trajectoires de soins, c'est construit sur cette idée d'une approche, une chaîne de valeur prévenir, guérir, soutenir, qui s'appuie sur une conception biopsychosociale de la personne, du soin, des maladies chroniques. Donc, ça veut dire qu'on est interpellé par l'environnement dans lequel on vit, que ce soit, par exemple, les technologies numériques qui ouvrent le champ des possibles. On parle souvent des 4 P de la santé prédictive, la santé participative, la santé préventive, la santé personnalisée, qui va renvoyer à des modes d'organisation plus agiles, plus transversaux, plus collaboratifs, tout en maintenant des expertises en silo importantes. On les maintient, mais comment on introduit davantage de collaboration, de transversalité entre ces domaines d'expertise? On est interpellé aussi par l'évolution
pas de la science, mais en même temps aussi des technologies qui permettent ces perspectives-là. Donc, on est à la rencontre d'un environnement externe plus complexe qui interpelle nos pratiques. Prenons le cas des nouvelles générations, par exemple. On sait qu'elles ont des attentes davantage autour, par exemple, des questions de mobilisation, d'intelligence collective, du fonctionnement en réseau, de la résolution de problèmes en équipe multifonctionnelle, etc. Donc, c'est des exemples d'organisation transversale qu'on peut voir, bien sûr, s'installer sur le terrain. Toute l'explosion des problématiques de santé mentale. Notre collègue Denis Chenevert, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui enseigne aujourd'hui à midi, a beaucoup documenté ces questions-là. Et les questions de santé mentale, l'étude 2021 de l'Institut national d'INSPQ montre que la prévalence de la détresse psychologique est associée à des risques psychosociaux qui sont reliés à l'exigence psychologique élevée au travail, à la possibilité de la prise de décision, à la faible reconnaissance, au soutien des collègues, au soutien des directeurs. Donc, en quelque part, on est dans des modèles d'organisation et de gestion. Donc, on est dans un environnement externe qui se complexifie. Et aussi, on voit bien sûr partout, la littérature évoque beaucoup, on associe beaucoup la transversalité, la collaboration au fait que les structures traditionnelles en silo, j'aurais pu dire, limitent la manière de travailler entre nous avec des exemples, vous voyez un peu à droite, là, des exemples bien documentés par la sociologie des organisations, là, Crozier, ça fait longtemps qu'il parle de ces questions-là, que plus on travaille en silo, plus on perd de vue le client, l'usager, le citoyen, le patient, l'étudiant, plus on se replie sur nos silos, plus on accentue les jeux politiques, plus on pousse de l'avant nos intérêts au détriment de l'intérêt supérieur commun. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. Les bonnes pratiques qui ne circulent pas, on ne partage pas l'information entre nous. Donc, en quelque part, je vous encourage d'ailleurs à aller voir les hyperliens qui sont ici dans le soutien à la présentation. On est dans une logique où moi, je ne suis pas de l'école où il faut abolir les silos pour remplacer ça par des structures circulaires, un peu le modèle de l'holacratie. Là. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Je suis de l'école où on doit maintenir en silo des centres d'expertise, des directions départementales, des directions disciplinaires fortes, mais on doit trouver des manières de les faire collaborer de manière transversale pour générer aussi de la valeur collective. Donc, je suis davantage de cette école-là, bien sûr. Et on parle bien sûr de différents types de silos. Les silos structurels, c'est par direction. Les silos culturels, c'est les fonctions cliniques versus les fonctions de soutien dans les organisations. Les silos mentaux, c'est la recherche versus le clinique. On est souvent formé de manière très disciplinaire. Et lorsqu'on ramène tout ça dans nos organisations, on est organisé en structure verticale. J'aurais le goût de dire, c'est correct. Mais comment on installe de la collaboration entre des entités verticales qui ont des missions souvent d'expertise à réaliser, ben, c'est un peu l'objet de la rencontre d'aujourd'hui comme tel. Le dernier point, bien sûr, ici, j'ajoute des liens avec quelques études internationales là, sur le fait qu'on s'inscrit de plus en plus dans une logique, bien sûr, de collaboration, de transversalité, tout en maintenant l'expertise départementale. Et là, je vous encourage à aller voir les observations qui sont indiquées ici de Amy Edmondson, par exemple, ou aller lire l'article de la presse sur les premiers gestes qu'a porté la nouvelle PDG d'Hydro-Québec concernant les grandes unités d'affaires, le constat qu'elle a fait lors de son arrivée à Hydro-Québec. Et en même temps, j'aurais le goût de vous dire, moi, je suis dans cet univers-là depuis les 2 ou 3 dernières années. Si vous me demandez à quoi je dédie mon temps de professeur à la retraite, donc c'est très important, bien, je le dédie à m'intéresser et à travailler avec des organisations qui travaillent en mode interdisciplinaire, en mode intersectoriel, en mode collaboration, en mode de co-construction, en mode écosystème avec les personnels, le citoyen, l'usager, les parties prenantes, la société. Tout le courant, par exemple, du patient partenaire, on travaille avec des organisations qui intègrent le patient comme un partenaire dans la résolution de ses propres problèmes avec des experts, par exemple, en santé.
Donc, en quelque part, moi, je passe mon temps dans ces organisations-là. Des exemples avec le groupe Mosaïque, par exemple, à HEC, avec Salomon, Michelin, sur comment on réinvente la perspective, à partir de la perspective qui est évoquée de l'inter, du co, comment on réinvente, dans le fond, le positionnement de Michelin dans la mobilité durable. Je vais évoquer le cas d'Ubisoft plus tard, mais très légèrement. Le EMBA, la HEC Montréal avec McGill, est construit dans un mode interdisciplinaire, intersectoriel, de mode collaboration, de co-construction. Et bien sûr, il y a plusieurs exemples d'organisations avec qui on travaille en santé qui sont dans cette logique-là. Là. On pense par exemple à TransMedTech où on travaille sur différentes formes de cancer en mode Living Lab avec des gens qui représentent à la fois le monde de la médecine, le monde des soins cliniques, le monde des soins infirmiers, le monde de l'ingénierie médicale, le monde de la psychologie, le monde de la sociologie et qui travaillent ensemble à réinventer la manière et à accélérer aussi la manière de traiter différentes formes de cancer et de traiter aussi des problématiques de réadaptation physique. Donc, en quelque part, incluant le pôle santé aussi, parce que le pôle santé, c'est un regroupement de professeurs qui représentent des disciplines différentes autour d'un intérêt commun qui est le mode de la santé, qui travaillent en mode collaboration avec les milieux de pratique pour produire des résultats les plus pertinents possibles. Donc, on est dans une logique de collaboration, de transversalité lorsqu'on évoque ces cas-là. Je vous encourage beaucoup à aller voir au centre le cas de Jacques de Guise, comment on reconstruit les visages à partir d'une logique de Living Lab, mais aussi à partir d'une logique transversale qui introduit à la fois la médecine, qui introduit à la fois le génie biomédical et qui introduit aussi la psychologie et le patient partenaire comme chercheur associé dans un projet de reconstruction des visages à la suite de cancers importants. Donc, en quelque part, on est ici dans des logiques de transversalité, dans des logiques de collaboration et bien sûr dans des logiques de co-construction. Alors voilà pour le pourquoi. L'environnement externe des organisations devient plus complexe. La complexité exige qu'on se parle davantage entre silos, par exemple, pour résoudre des problèmes complexes, qu'on installe de la collaboration. En même temps, à l'interne, la logique interne, nos modes d'organisation bureaucratique classiques ont tendance à minimiser les effets de valeur ajoutée associés au partage de connaissances entre des départements, des disciplines, etc. Et le troisième élément, c'est autour surtout de l'interconnexion et de l'interdépendance. On voit apparaître aussi des phénomènes de co-construction, de collaboration, de co-design autour de logiques interdisciplinaires, intersectorielles. C'est un peu aussi à la base des zones d'innovation du gouvernement du Québec telles qu'elles vont être présentées fin janvier, début février, dans les prochaines semaines. Dans le comment, je vais évoquer trois perspectives. La première, elle est ancrée autour du design organisationnel, autour de Jay Galbraith. Il y a deux grands apprentissages qu'on peut faire du design organisationnel en relation avec l'environnement des organisations, qui est la première observation, c'est de dire qu'une organisation devrait s'organiser, devrait se structurer, devrait organiser ses pratiques de gestion en lien avec son environnement d'affaires. Donc, si l'environnement, par exemple, s'il y a des citoyens qui sont plus exigeants, qui exigent plus de transparence, qui veulent avoir des réponses plus rapides des organisations, on va renvoyer ça va renvoyer à des modes d'organisation plus agiles, par exemple. Galbraith a beaucoup écrit à un moment donné sur le Customer-Centric Organization. Ça renvoie aussi, vous voyez ici la première perspective, ça renvoie à des silos et comment on peut faire collaborer des silos ensemble. Alors là, on a retenu dans le rapport qu'on a produit pour le secrétariat du Conseil du Trésor, on a retenu bien sûr la perspective projet que vous connaissez, la perspective gestion par processus que vous connaissez, que mes collègues aussi connaissent très bien, Marie-Hélène et Jean-Marc très bien. Et bien sûr, l'idée de chaîne de valeur que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, une chaîne de valeur. Un autre exemple d'une chaîne de valeur, c'est d'aborder la question de la pénurie de main-d'œuvre et de l'expérience employée, non pas en confiant un mandat à la direction des ressources humaines, mais plutôt de se poser la question, quelle est la chaîne de valeur de l'expérience employée? On pourrait dire qu'il y a une dimension qui s'appelle l'attraction, la deuxième perspective qui est la socialisation, la troisième perspective qui est le développement, la quatrième perspective qui est
la rétention. Et si je confie cette chaîne de valeur, je peux confier la responsabilité à l'équipe RH, comment on va mobiliser l'ensemble des acteurs par des moments de vérité, que ce soit dans le département d'accueil de la personne, que ce soit lorsqu'elle consomme un service comme l'audiovisuel, que ce soit lorsqu'elle elle est en interface avec d'autres services de l'organisation, comment on contribue par des moments de vérité à générer des moments de vérité positifs à l'intérieur de cette chaîne de valeur-là pour produire une expérience employée collective, c'est-à-dire pas uniquement à partir de la fonction RH, mais à partir de l'ensemble des fonctions de l'organisation. Donc, on est ici dans le design organisationnel, la gestion par processus, les notions de chaîne de valeur, etc. La deuxième perspective que je vais évoquer est la perspective, vous voyez, la transversalité autour de l'organisation Hypertexte, les travaux de Nonaka et Takeuchi, les travaux d'Étienne Wenger également, qui montrent que dans les organisations verticales, on peut introduire des communautés de connaissances, des communautés de savoir, de gens qui appartiennent à des directions différentes, mais autour d'un intérêt commun, autour d'un domaine de connaissances critiques, et qui vont faire qu'on va exploiter la transversalité du point de vue de l'intelligence collective, on va exploiter la transversalité du point de vue du partage de connaissances, du point de vue de l'innovation collaborative, etc. Donc, on est dans les travaux de Nonaka et Takeuchi, on est dans les travaux de Edmondson et notre collègue Jean-François Harvey, là, où on vient de publier, par exemple, Extreme Teaming, tous les deux ensemble. Donc, Amy, qui est une prof de l'Université Harvard. Donc, dans Extreme Teaming, on est exactement dans ce schéma-là, où est-ce qu'on essaie de gérer la transversalité par la création soit d'équipes multifonctionnelles ou de communautés de savoir intra- ou inter-organisation autour de la notion d'intelligence collective. On est dans Argyris et Sean également autour de l'apprentissage organisationnel. On est autour de Garvin et Edmondson autour de l'organisation apprenante. Donc, la deuxième perspective que je vais illustrer rapidement. Et la troisième, bien sûr, c'est celle de l'interconnexion des plateformes de collaboration. On est dans les travaux ici de Henry Chesbrough sur l'innovation ouverte, sur l'innovation collaborative. On est dans les travaux de nos collègues Laurent Simon et Patrick Rouandet sur comment on crée des plateformes qui vont faciliter la rencontre de gens qui proviennent de disciplines différentes, qui proviennent de secteurs différents et qui vont pouvoir partager de manière transversale de la connaissance pour produire de l'innovation. Donc, je vais vous donner quelques exemples. On est autour de ces travaux-là, ici, dans cette troisième perspective, que j'ajoute au rapport qu'on a produit pour le Conseil, pour le secrétariat du Conseil du Trésor. Et bien sûr, quand on cherche, quand on travaille sur ces questions-là, on essaie d'aller dans le sens des objectifs que vous voyez ici. Par exemple, le projet processus chaîne de valeur, on est beaucoup dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. On est bien sûr dans la résolution de problèmes complexes, on est dans l'amélioration de l'expérience client, dans la communauté de savoir, on est dans l'innovation, on est dans la construction d'intelligence collective, on est aussi dans le cas d'HEC que je vais présenter dans le développement de nouvelles capacités stratégiques. Donc, on essaie de faire ça. Pour illustrer, je vais rapidement utiliser ces cas-là. Tous ces cas-là sont en majorité, à 80%, sont dans le document de revue littérature et des cas qu'on a documentés pour le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, je vais faire un clin d'œil au cas. Et en faisant un clin d'œil au cas, je vais essayer de faire ressortir des points importants de chacune de ces approches-là, de ces perspectives-là de gestion en mode transversal et collaboratif, en terminant sur des critères de succès génériques qui appartiennent à l'ensemble des trois perspectives et qui sont présentées sur ce transparent. Donc, c'est des clins d'œil rapides et je vous encourage à aller par la suite, aller consulter l'information pour aller plus loin, etc. Alors, la première perspective de gestion en mode transversal, toujours en passant toujours cette idée de maintenir, comment est-ce qu'on gère la transversalité à travers des silos ou avec la présence de silos organisationnels, qui est la première perspective. Celle qui est la plus connue est la gestion en mode projet structurant. Alors ça, je ne vais pas loin là-dessus, mais je vous fais quand même deux petites observations. Alors, souvent dans cette logique-là ici, on observe deux choses qu'on a observées dans la littérature et que moi, j'ai observé sur le terrain en accompagnant des équipes de direction
autour de la consolidation d'équipes de direction. Bien sûr qu'il y a un phénomène connu ici que vous connaissez tous, c'est lorsqu'on travaille en mode projet, donc en équipe projet ici, on est limité par le temps, on a un objectif, des objectifs précis à atteindre. Et là, c'est toute la question du partage des rôles, des responsabilités entre les acteurs qui appartiennent à la logique projet, mais qui proviennent de direction, de département. Et comment est-ce qu'on gère les rôles et les responsabilités entre ces joueurs-là qui appartiennent à deux univers, celui du projet et puis celui de la structure verticale. Alors ça, je ne veux pas aller là-dedans, c'est hyper connu comme problématique. Une seconde problématique qu'on voit souvent apparaître, par exemple, c'est le fait que ici, j'ai des projets structurants. On peut imaginer, par exemple, des projets structurants. J'ai en tête un ministère avec 8 grands projets structurants sur environ 3 ans. Chaque projet est sur environ 3 ans, des projets structurants qui impliquent des gens qui proviennent des directions ici. Mais où est-ce que les projets structurants ici n'ont pas fait l'objet d'assez de discussions auprès des membres de l'équipe de direction? Ce qui veut dire qu'on a des membres de l'équipe de direction ici, en bleu, qui disent en équipe de direction oui au projet structurant, mais qui, dans la vie de tous les jours, disent à leur équipe, dans certains cas, ne vous préoccupez pas du projet structurant, ce n'est pas important pour nous. Donc, on crée, dans le fond, ici, beaucoup d'ambiguïté entre le fait qu'on n'a pas, assez, et je vais revenir sur cette question-là, on n'a pas assez discuté autour de 3 critères en équipe de direction pour être en mesure de bien soutenir les projets structurants sur le terrain et les messages qu'on envoie à notre personnel qui devra collaborer avec la présence de projets structurants pour l'avenir de l'organisation. Mais l'autre point important qu'on a beaucoup observé dans la littérature, ça a été de dire que finalement, au bout de la ligne, quand on regarde la littérature sur le fait qu'on annonce encore souvent dans la littérature en gestion de projet qu'environ 60 à 65% des projets structurants sont des échecs ou du moins sont livrés en retard avec explosion des coûts, explosion des délais, etc. Quand on regarde, ça c'est le résumé ici de plusieurs articles qu'on a lus, on s'aperçoit que les principales difficultés sont reliées à des dimensions humaines et sociales et moins à des dimensions techniques. Et là-dessus, on a exploité un cas qui est le cas de l'Université de Montréal, qui est le cas qui est géré par notre collègue Céline Bareil, qui est ici avec nous. Et ce que ça montre ici dans la revue littérature sur l'approche par projet, c'est que la gestion du changement arrive toujours en retard lorsqu'on est dans l'implantation finale d'un projet structurant. Elle est très absente en amont des grands projets structurants. C'est comme si la dimension raison, structurante, projet, les aspects techniques dominent complètement les dimensions humaines et sociales. Et puis, le monde s'adaptera quand ça sera le temps. Alors que ce qu'on a trouvé intéressant dans le cas avec notre collègue Céline Bareil, qui est co-responsable de l'implantation au centre-ville de Montréal d'un nouvel édifice, mais ce n'est pas dans le fond un nouvel édifice, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet à la fois pédagogique, c'est un nouveau projet en termes de relations entre les personnes, etc. Et ce qui est intéressant dans le cas qu'on a documenté, c'est la circularité dès le début du projet autour de 4 grandes phases de projet. Donc, la circularité entre la gestion de projet qui influence la gestion du changement, mais la gestion du changement qui influence la gestion de projet dans une forme de co-construction de comment on va déployer un projet pédagogique au centre-ville à partir des personnels qui habitent à HEC Montréal. Donc, c'est un cas qui est très intéressant parce qu'on montre à l'intérieur du cas comment, au niveau de la définition du projet, le rôle de la gestion de projet et de la gestion du changement, comment dans la gouvernance du projet, on installe une gouvernance de projet technique, mais une gouvernance de projet en gestion du changement de manière collaborative. Dans la livraison du projet, comment est-ce qu'on voit cette circularité entre la gestion de projet et la gestion du changement, et également au niveau du transfert, de la mise en œuvre, etc. Donc, c'est un cas qui est très intéressant parce que la plupart des cas en mode transversal projet, on sous-estime les dimensions humaines et sociales, puis on place la gestion de projet beaucoup a posteriori, très loin dans le processus d'apprentissage, alors que dans le cas HEC, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est la circularité entre les deux univers dès le début de l'opération, à travers toutes sortes de méthodologies de co-design, de projets pilotes partagés,
etc. Et vous pouvez aussi apprécier dans ce cas-là 7 plans en gestion du changement. S'il y a des questions spécifiques sur le cas HEC, Céline est avec nous. Je ne savais pas qu'elle pouvait être avec nous. Donc, en quelque part, il y a quelque chose, un apprentissage extrêmement intéressant de cette circularité entre les deux univers pour mieux soutenir, dans le fond, la transversalité induite par une approche projet structurant. Une deuxième perspective qu'on voit, c'est toute la question de comment on s'organise en mode processus, en mode transversal, pour produire des réponses intégrées plus rapidement, de manière plus agile pour le client, pour le citoyen, pour l'utilisateur, pour l'étudiant qui consomme, par exemple, des services publics parce qu'on est surtout au pôle santé. Donc, on a documenté la gestion de projet, la gestion transversale en mode processus stratégique, en soulevant, bien sûr, des initiatives qui existent dans le secteur public et parapublic. Et on a documenté le cas, par exemple, de la Ville de Québec. J'y arrive dans 10 secondes. Et bien sûr, si on pense au monde de la santé, on s'aperçoit aussi qu'avec les approches de santé globale, avec des approches holistiques de la santé, biopsychosociales, avec des approches prévenir, guérir, soutenir, on est projeté dans des modes d'organisation transversaux par processus qui traversent des départements d'expertise et qui vont exiger, par exemple, l'aménagement de pratiques de gestion pour soutenir les trajectoires de soins. Donc, en quelque part, comment un collectif va construire une chaîne d'activité qui va prendre forme que dans une trajectoire de soins, mais comment on va gérer cette trajectoire-là pour s'assurer qu'elle produise un résultat précis pour un type de patient donné dans le monde de la santé. Donc, on est dans cette logique-là lorsqu'on parle de gérer en mode transversal et en mode... mais on pourrait aussi, bien sûr, adopter la même logique dans d'autres applications dans le secteur privé. Alors, un des cas qu'on a documenté, c'est le cas de la Ville de Québec. Et ce qui est intéressant dans le cas qui a été documenté à partir d'un lien qui a été fait par notre collègue Jean-Marc Legentil qui est avec nous aujourd'hui, où Jean-Marc a soutenu la réflexion de la Ville de Québec dans la mise en œuvre d'une approche par processus stratégique pour améliorer l'équité de service, améliorer la qualité de service et améliorer l'accessibilité des services à l'intérieur d'une ville qui s'est reconstruite autour de 6 arrondissements et où, à l'intérieur de cette reconstitution-là en 2007, autour de 6 arrondissements, la ville était gérée avec 6 modèles de gestion différents, ce qui amène de l'inéquité de service, ce qui amène une perception différente de la qualité de service aux citoyens et ce qui pose la question aussi d'un déséquilibre dans l'accessibilité des services aux citoyens. Donc, cette réflexion-là a commencé par une grande journée de réflexion que j'ai animée à la Ville de Québec avec, à l'époque, le maire de Québec, avec 300 gestionnaires sur comment on pourrait réfléchir différemment en mode transversal. Et par la suite, il y a eu une réflexion interne qui a donné naissance à la création en 2017 d'une direction qui est vouée à la proximité des services citoyens. Et cette direction-là pilote, dans le fond, l'amélioration des services à la Ville de Québec à partir d'une logique transversale. Donc, ici, on a un business case qui est très clair. Donc, pourquoi on évolue vers cette perspective-là de transversalité, tout en maintenant, dans le fond, vous voyez, vous allez voir des logiques d'expertise, mais comment on évolue, pourquoi on évolue vers une perspective de transversalité, de collaboration? Bien, vous voyez ici un business case qui est clair, qui a été développé à partir de la direction des services de proximité, qui a été mis en œuvre dans une logique stratégique, vision et plan stratégique qui a pris forme en 2020 et qui s'incarne dans différentes logiques d'action. Là, j'en présente une. Là, vous voyez ici dans une logique de processus opérationnel. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'un directeur, par exemple, va être responsable pour l'ensemble des arrondissements ici, du début à la fin, c'est-à-dire de la planification à l'exécution, par exemple, des services de plein air. Et un même directeur va aussi avoir la responsabilité d'une expertise transversale mais verticale, par exemple, ici au niveau de la vigie, pour s'assurer que dans chacun de ces
processus opérationnels transversaux, que la fonction vigie soit toujours très présente dans le déploiement des processus opérationnels. Donc, en quelque part, c'est une matrice qui est relativement complexe avec des services de soutien que je n'ai pas mis en bas ici, qui a mis 3 ans d'implantation, en bureau de projet et bien sûr soutenu par une équipe de gestion du changement. Mais ce qu'on doit retenir, c'est ce qui est intéressant, c'est la dimension syndicale. Ça s'est fait en milieu syndiqué, avec l'implication syndicale dès le début de ce projet-là en 2020. Et on a co-construit, dans le fond, la réorganisation du travail, la reconduction des postes de travail en partenariat avec le monde syndical, ce qui a fait que lorsque cette logique-là transversale, processus pour améliorer l'accessibilité, la qualité et l'équité de service aux citoyens, bien, ça s'est fait aussi dans une logique de participation syndicale où chaque employé a pu repostuler sur des postes qui l'intéressaient davantage grâce à cette logique-là. Donc, en quelque part, on a voulu présenter ce cas-là pour montrer, dans le fond, que, bien sûr, c'est un cas un peu complexe, mais en même temps pour montrer qu'on peut y arriver si on a un pilotage stratégique, on a un bon business case, on peut y arriver si on a un propriétaire, donc ici qui est la direction des services de proximité, si on encapsule le projet en mode projet, en bureau de projet, soutenu par une équipe de gestion du changement, avec une implication syndicale, parce que les gens nous disent souvent, le principal frein à la transversalité, ce sont les conventions collectives. Et on a réussi à faire un succès assez intéressant dans ce cas-là. Et la ville de Lévis évolue dans le même sens. Et Jean-Marc Legentil, pour ceux qui s'intéresseraient à la ville de Lévis, connaît bien ce dossier-là. On pourrait le partager aussi avec vous. Quand on pense au monde de la santé et des services sociaux, on est aussi dans une logique souvent transversale autour de programmes clientèle. Et ce que ça veut dire aussi pour nous, c'est bien sûr que lorsque j'évoque ça ici, alors, vous voyez ici une chaîne de valeur qui n'existe, qui n'est pas intégrée, alors qu'ici, elle est intégrée dans une trajectoire, dans un continuum de soins ou dans un programme clientèle. Bien sûr que ça interpelle les pratiques de gestion, comment on va accompagner la transversalité. Et dans le monde de la santé et des services sociaux, bien, comment on accompagne la transversalité et par des approches de co-gestion médico-administrative. Donc, en quelque part, il y a un très, très beau texte de Anne Langley, par exemple, sur quand les médecins deviennent des gestionnaires, mais comment est-ce qu'on organise cette co-gestion-là? Bien, c'est un facteur important de succès dans le monde de la santé des services sociaux parce qu'il y a 2 types de légitimité à soutenir. Il y a la légitimité de comment on organise les ressources clinico-administratives, puis la légitimité des expertises. Et ça prend un gestionnaire, par exemple une infirmière MBA, jumelée avec un médecin spécialiste qui, ensemble, vont co-gérer la trajectoire de soins. Ce qui veut dire que chaque perspective de collaboration transversale renvoie à des pratiques de gestion spécifiques pour la faire vivre. Donc, essentiellement, gérer en mode transversal par processus, ça veut dire installer une compréhension partagée du résultat. Ça veut dire le visualiser collectivement. Ça veut dire se l'approprier collectivement. Souvent, Jean-Marc Legentil évoque le fait que lorsqu'on fait le mapping d'un processus, c'est mieux de le faire en mode participatif, en mode collectif, plutôt que de le confier à des expertises ou à des experts ou d'affaires, pour être en mesure que chaque acteur s'approprie le diagnostic des processus stratégiques et en même temps prenne conscience de l'importance de travailler en mode processus et bien sûr de régler les problématiques de rôle. Donc, en quelque part, on a voulu dans le rapport identifier les enjeux particuliers de ce mode de gestion transversale, identifier aussi les facteurs de succès particuliers de ce mode de gestion transversale pour réussir à le faire vivre. Alors, quelques mots, là, je vois que le temps passe, j'ai encore pour environ 10 minutes, quelques mots sur la perspective transversale, mais autour de la question de l'intelligence collective. Pour moi, une communauté de pratique, c'est une gestion en mode transversal. Ce sont des gens qui appartiennent à des secteurs différents, qui ont des fonctions différentes et qui s'intéressent, par exemple, à un domaine de connaissances critiques, par exemple, l'habillage d'avions chez Bombardier Aéronautique. Donc, en quelque part, je peux avoir des ingénieurs, des techniciens
peut avoir des gens en gestion de projet qui appartiennent à des unités différentes, mais qui ont le goût de faire avancer la connaissance sur l'habillage d'avion, en autant que l'habillage d'avion est un domaine de connaissance critique pour l'organisation. Donc, en quelque part, on est dans la résolution de problèmes complexes, on est dans le partage de connaissances, on est sur faire avancer une pratique collective, on est sur aussi l'innovation. Par exemple, nos collègues Laurent Simon et Patrick Coindet ont publié un très beau livre sur les communautés d'innovation avec un chapitre qui fait une synthèse de toute cette perspective avec une dizaine de cas bien documentés sur une vingtaine de pages chacun. Mais on est ici dans une logique transversale. On est dans l'esprit de Nonaka Itakuchi, de l'organisation hypertexte. Donc, transversalité par les communautés de savoir, par des équipes multifonctionnelles provenant de différentes directions qui s'attaquent de manière ad hoc à la résolution de problèmes complexes. Alors, j'ai voulu mettre ici des exemples dans le monde de la santé, donc de communautés interorganisationnelles dans le monde de la santé qui sont opérationnelles. J'ai mis l'exemple de la communauté en ressources humaines à laquelle je me suis inscrite. Si on regarde, par exemple, cette communauté, elle a généré dans les 3 dernières années au-delà de 3500 sujets de discussion. Elle a généré 60 webinaires collectifs. Elle a généré 4000 documents partagés entre les personnes autour de 8 grandes thématiques, relations de travail, développement organisationnel, la COVID, la gestion du changement, etc. Et donc, on est dans une gestion transversale où les gens viennent de tous les CIUS, les CIS, les CHU au Québec, les CHSLD. Ils ont accès à un espace collectif, à un mode communautaire pour s'entraider mutuellement autour d'une pratique collective. J'ai mis également des exemples d'organisations avec lesquelles moi, personnellement, je travaille depuis 3 ans sur la question de comment mobiliser la connaissance collective en mode soit de communauté de pratique d'intérêt ou communauté d'innovation. Alors, je ne veux pas revenir sur les avantages et les facteurs de succès. Pourquoi je les ai mis? C'est tout simplement que si on veut introduire de la transversalité en valorisant, par exemple, la question des communautés ou du partage de savoir entre des personnes provenant de directions différentes, de silos différents, en mode communauté, bien, on doit se référer à des facteurs de succès, à des avantages spécifiques. Ça, c'est notre grille d'analyse. Et dans la présentation, j'ai introduit des outils diagnostiques qui nous permettent d'introduire ce type de transversalité à partir de l'intelligence collective dans nos organisations. Alors ça en est des exemples de guides qui apparaissent à l'écran. Dans le document, vous cliquez sur le guide et vous avez accès à la démarche méthodologique pour implanter, je dirais ici, la transversalité par le partage de savoir en utilisant une méthodologie qui s'appelle, par exemple, les communautés de pratique. Si je prends le cas rapidement, le cas d'HEC Montréal, pourquoi je l'ai introduit ici? Tout simplement parce que le cas d'HEC Montréal est une organisation, vous voyez ici, c'est notre fonctionnement, ça c'est notre modèle d'organisation historique. Alors, des départements en bleu, qui sont des départements d'expertise, où est-ce qu'on situe des chaires pointues, des chaires d'expertise, et en vert, on a bien sûr des programmes clientèle. Donc, comment on amène des départements à collaborer ensemble, à livrer, par exemple, une expérience client au BAA, à la maîtrise au PhD. En même temps, la question qu'on m'a posée en 2007 au niveau du comité de direction d'HEC Montréal, c'est est-ce qu'on pourrait valoriser davantage nos expertises en utilisant une approche différente à l'approche matricielle telle que vous voyez ici. Et ça nous a amené à réfléchir dans une perspective de la transversalité. On s'est dit, dans le fond, qu'est-ce qui arriverait si on introduisait une pensée transversale dans HEC Montréal? Et au lieu de vouloir faire collaborer les gens de ressources humaines et les gens de management et les gens, par exemple, de technologie d'information dans un programme de gestion de projet, comment on pourrait aller plus loin dans la mobilisation de l'expertise des profs en introduisant une dimension transversale qui n'est pas basée sur les disciplines, mais qui est basée sur des intérêts. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas des profs de différentes disciplines qui s'intéressent à la santé? Et on voit apparaître le pôle santé. Est-ce qu'il n'y a pas des profs qui s'intéressent à la gestion des arts? On voit apparaître le pôle transversal en gestion des arts.
Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui s'intéressent au-delà de leur discipline, finance, marketing, au phénomène de l'économie sociale? Ça donne le pôle IDEOS. Alors, vous voyez qu'on a utilisé la transversalité pour développer des pôles d'expertise basés sur un modèle intégrateur que je présente ici, là, mais je ne le discute pas, mais tout simplement pour vous dire qu'on a réfléchi à la question, mais comment on va faire collaborer des profs de disciplines différentes dans des nouveaux projets, tout en s'assurant qu'ils demeurent des excellents profs, qu'ils demeurent des excellents chercheurs, ce qui est leur fonction fondamentale de point de départ. Alors, on s'est dit, ben, en quelque part, ces pôles-là vont être en lien avec, bien sûr, des milieux de pratique, mais il faut qu'on ait des retombées en enseignement et en recherche, mais en même temps, il faut qu'on ait des retombées avec nos milieux de pratique, ce qui nous donne, bien sûr, des nouvelles capacités stratégiques. Autrement dit, ce que vous voyez apparaître, les pôles que vous voyez apparaître ici, ce sont des nouvelles capacités stratégiques de HEC Montréal qui permettent de générer de la nouvelle recherche, qui permettent de générer des nouveaux programmes clientèle, qui permettent de générer des nouveaux fonds. Donc, quand j'ai fait une synthèse, là, grosso modo, de l'ensemble des fonds, on parle d'au-delà de entre 15 et 20 millions de dollars pour l'ensemble des pôles, qui sont des fonds nouveaux, qui sont redistribués en enseignement et en recherche, et qui permettent aussi aux professeurs de s'exprimer dans leur passion. Donc, en quelque part, si on n'avait pas eu la ligne rouge, on n'avait pas réfléchi en termes de transversalité, on n'aurait pas les pôles et on n'aurait pas ces nouvelles capacités stratégiques qui nous distinguent maintenant aussi comme organisation, qui nous permettent d'aller chercher de la nouvelle clientèle, des nouveaux partenariats et qui nous permettent aussi de rayonner différemment à l'intérieur du monde académique et du monde universitaire. Je vous rappelle que le pôle santé, il y a 5 ans, il n'y en avait pas de la santé à HEC Montréal, alors qu'aujourd'hui, c'est probablement le pôle numéro 1 en gestion de la santé au Québec. Même chose pour le pôle Mosaïque maintenant, qui a une réputation internationale. Donc, en quelque part, la transversalité nous a permis de développer des nouvelles capacités stratégiques. Je voulais l'évoquer parce que penser en mode transversal, c'est aller au-delà des modèles traditionnels. Et la transversalité, ici, on l'a incarné par un modèle, on s'est posé la question comment la faire vivre, le modèle de référence que vous voyez ici en bas à gauche. Et bien sûr, le résultat final en termes de nouvelles capacités stratégiques. Alors, je pense sur le cas Burzog, mais vous irez le voir. Le cas Burzog est aussi un exemple sur comment on gère la transversalité incarnée dans des équipes de travail semi-autonomes. Je vous encourage à aller voir le cas. Il est facilement accessible sur le terrain. Le dernier point, les plateformes collaboratives. J'aurais le goût de vous dire qu'est-ce que ces organisations ont en commun. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Certains me diraient, bien, ce sont des leaders de leur domaine. Ce que ces organisations ont en commun, ce sont ces éléments-là ici. Quels sont ces éléments? Ce sont des espaces collaboratifs ouverts qui permettent à des gens de disciplines différentes, de secteurs différents, de se rencontrer en mode transversal pour générer de l'innovation. Alors, j'ai mis les hyperliens pour aller visiter chacun de ces milieux-là collaboratifs, pour que vous puissiez faire l'expérience de comment, lorsqu'on crée un espace collaboratif ouvert, là, on s'appuie sur les travaux de Coandel, Simon, Chesbrough et sur ce qu'on appelle le middle ground dans les organisations. Mais allez découvrir ces espaces-là, et ce sont des espaces qui permettent, qui favorisent et qui facilitent les relations transversales entre des disciplines différentes, des secteurs différents, pour résoudre des problématiques complexes. Alors, j'en ai mis un certain nombre ici. J'en ai mis 2 autres illustrés ici. Donc, le cas Espace Transition, une entrevue qu'on a conduite le 20 juillet 2021. Mais Espace Transition, c'est comment Patricia Carrel, qui est psychiatre à Sainte-Justine, va au-delà des approches traditionnelles psychosociales pour réinsérer des jeunes adolescents et des jeunes adultes dans la société à partir de vécus de problématiques de santé mentale. Et elle se tourne vers le monde des arts, vers le monde de l'opéra, vers le monde du théâtre, vers le monde muséal, pour construire des parcours d'apprentissage qui vont favoriser la rencontre entre ces gens qui viennent du monde des arts, les gens qui viennent du monde de la psychiatrie, les gens qui viennent du monde de la psychologie, ensemble de manière transversale, interdisciplinaire et intersectorielle. On va construire des parcours de réinsertion dans la vie normale.
Alors, extrêmement intéressant, suivi par un programme de recherche. Donc, allez voir aussi l'expérience avec lesquelles on travaille depuis une dizaine d'années. Donc, la maison d'hospitalité de CHU de Strasbourg, où on vit au quotidien la transversalité, l'interdisciplinarité, l'intersectorialité en mode collaboratif pour résoudre des problèmes complexes, que ce soit d'aménagement d'espace ou des problèmes thérapeutiques à l'intérieur du CHU. Alors, vous avez bien sûr l'ensemble de ces cas-là documentés dans un livre qui s'appelle L'innovation en santé, publié en 2019, où on est 33 contributeurs. Vous avez des chapitres importants sur les espaces collaboratifs que je viens d'évoquer, notamment dans le milieu de la santé et des services sociaux. Alors, voilà les 3 perspectives que je voulais évoquer avec vous. Alors, rapidement, 6 conditions génériques, et puis après, on aura 7 minutes. Là. Vous voyez, donc, j'ai voulu aller... Souvent, quand on parle de gestion en mode transversal et collaboratif, on est sur la logique processus, puis on est un peu sur la logique chaîne de valeur, puis on s'arrête là. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller vers l'intelligence collective par la transversalité. Quels sont des outils concrets, des méthodes concrètes? Bon, les équipes multifonctionnelles, ça en est. Extreme Teaming, ça en est. Les communautés d'intérêt, de pratique, d'innovation, ça en est. Les plateformes ouvertes collaboratives, ce sont aussi des outils qui favorisent, qui facilitent la transversalité dans nos organisations. Quand on a fait une lecture horizontale de l'ensemble de ces perspectives, on a quand même repéré 6 conditions génériques. La première, c'est l'importance de la contextualisation. Alors, souvent, quand les gens nous appellent, ils disent, ben, écoute, Réal, on aimerait implanter la transversalité, là, et puis, peux-tu nous parler de comment faire collaborer le monde ensemble? Ça serait le fun. Je dis, oui, mais ça prend un substrat, ça prend un artefact pour soutenir la collaboration. L'artefact, c'est quoi? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que l'artefact, c'est une communauté? Est-ce que l'artefact, c'est un processus stratégique? Est-ce que l'artefact, c'est... Quel est l'artefact qu'on veut mettre en œuvre? Et lorsqu'on a l'artefact, ben, il faut dire, ben, pour la mise en œuvre de l'artefact, il faut se référer aux pratiques concrètes qui accompagnent l'artefact. Alors, si, par exemple, ici, l'intention c'est de faire collaborer, par exemple, des professeurs pour développer des nouvelles capacités stratégiques à HEC Montréal, on choisit une approche de communauté d'intérêt. Et quels sont les facteurs de succès qu'on va utiliser pour mettre en œuvre une communauté d'intérêt? C'est relativement différent d'une approche par processus, une approche par projet ou d'une approche par chaîne de valeur. Le deuxième élément important, c'est l'intérêt supérieur commun partagé. Lorsqu'on veut aller en transversal, il faut avoir un excellent business case sur le pourquoi, le why. Allez voir le site de Simon Sinek qui est intéressant là-dessus. C'est pourquoi est-ce qu'il faut collaborer dans une trajectoire de soins, prévenir, guérir, soutenir pour mieux traiter un patient et sa famille? Quel est l'intérêt supérieur commun? Quel est le résultat recherché? Pourquoi est-ce qu'on doit développer une approche différente lorsqu'on enseigne au IMBA qu'on enseigne au BAA? Quelles sont les attentes? Quel est le personnel? Quelles sont les attentes d'un étudiant de IMBA qui a en moyenne 40 ans d'âge, qui est déjà un cadre supérieur, qui aspire à devenir un PDG? Qu'est-ce qu'on veut produire ensemble dans un module, dans une chaîne de valeur intégrée? Parce qu'on n'enseigne pas par discipline au IMBA. Qu'est-ce qu'on veut produire auprès de ce client-là? Quel est l'intérêt supérieur commun? À la Ville de Québec, c'est accessibilité, qualité, équité de service. Donc, l'intérêt supérieur commun partagé, est-ce qu'il est clairement compris par les acteurs? L'autre perspective extrêmement importante que j'ai observée souvent, c'est la cohésion de l'équipe de direction. Les gens disent oui à la transversalité en comité de direction, mais quand vient le temps d'aller sur le terrain, souvent c'est non. Et lorsqu'on pose la question, pourquoi vous avez dit oui en comité de direction, vous n'avez pas dit non, et vous dites non sur le terrain, bien, les gens vont nous sortir souvent à 3 raisons, les travaux de mon collègue Jacques Nedby. On n'a pas assez discuté, donc on n'est pas aligné, on n'a pas identifié nos modes de collaboration entre hauts dirigeants membres de l'équipe de direction. Donc, ça ressort beaucoup dans la littérature, le rôle de l'équipe, de la cohésion de l'équipe de direction dans le succès de modes transversaux qui bousculent les apprentissages historiques dans nos organisations, les modèles bureaucratiques historiques dans nos organisations. Une quatrième condition, l'expertise de notre collègue Alain Gosselin, c'est toute la question du leadership collaboratif. Alors, il y a trois perspectives qui sont fortement colérées avec la notion de leadership collaboratif.
c'est le T-shape management. Donc, des bons leaders collaboratifs qui vont gérer des processus stratégiques, qui vont gérer des chaînes de valeur, qui vont gérer des communautés de pratique, qui vont être capables de bien gérer, animer des plateformes collaboratives. C'est des gens qui sont reconnus dans leur expertise, mais qui ont une très bonne connaissance de l'organisation dans son ensemble et des enjeux de l'organisation dans son ensemble. Ce sont des personnes qui sont capables de leadership partagé. Ce sont des personnes qui sont capables d'intelligence émotionnelle parce que ça prend beaucoup de compromis dans la transversalité, beaucoup d'empathie dans la compréhension des autres. Et bien sûr, quelque chose qui est précieux pour mon collègue Alain Rondeau, la collaboration, ça ne fait pas abstraction, c'est accepter le conflit, de gérer le conflit à somme positive. Donc, en quelque part, on voit que ces 4 perspectives-là sont associées au leadership collaboratif. Bien sûr, développer des habiletés de gestion transversale. On en a cité un certain nombre dans le rapport que vous avez disponible en ligne sur la gestion en mode transversal et collaboratif. Et la dernière perspective, c'est la culture basée sur la confiance. Et là, je vous renvoie aussi aux travaux d'Amy Munston. Et pour les gens qui sont en santé, je vous encourage à aller voir ici sa conférence où elle montre comment est-ce que l'insécurité psychologique tue la collaboration, comment l'insécurité psychologique tue la transversalité, comment l'insécurité psychologique génère beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse personnelle, le refus de collaborer, etc. Donc, la collaboration, la transversalité, ça se fait dans un climat de confiance. S'il y a un très mauvais climat de travail entre des entités qui voudraient collaborer, vaut mieux régler les problèmes de relations de travail avant de se lancer dans des processus transversaux et collaboratifs qui sont plus complexes et qui exigent un minimum de confiance entre les acteurs. Alors, en guise de conclusion, j'aurais le goût de vous dire oui, les données probantes supportent ce que je viens de raconter, mais attention, à trop de collaboration, ça tue la collaboration. Donc, je vous encourage à aller lire ces articles. Et si j'avais un dernier livre à vous conseiller, c'est celui-ci, une très belle rétrospective sur la collaboration dans toutes les formes du vivant. J'ai mis quelques extraits du volume. Moi, j'aime bien l'extrait « 3 ingrédients indispensables à l'entraide de la collaboration ». Le sentiment de sécurité, le sentiment d'équité, le sentiment de confiance. Et j'aime bien aussi, d'un point de vue évolutif, au plan individuel, l'égoïsme tend à supplanter l'altruisme au sein des groupes, mais les groupes altruistes supplantent les groupes égoïstes. Alors, merci pour votre attention. Environ, j'ai dépassé mon temps de 5-10 minutes. J'ai voulu faire une espèce de résumé de tout ce qu'on a lu dans les rapports pour le Conseil du Trésor, puis à partir un peu de l'expérience personnelle. Alors voilà, merci. Merci beaucoup, Réal. C'est effectivement un défi parce qu'il y en a énormément de la matière. On a quelques questions de fond qui sont entrées dans les dernières minutes du séminaire. On débute avec celle d'Angela Lee. On va en lire quelques-unes, là, puis essayer de voir si on peut faire quelques minutes de plus avec ceux qui sont là. En fait, la majorité est toujours là. Je tiens à soulever un certain nombre de questions. Je vais les présenter rapidement, là. OK. Donc, on a la question d'Angela Lee qui concerne la création de capacités transversales dans le réseau de la santé, qui nous demande comment continuer à développer un mode de pensée transversale dans les établissements de santé. Est-ce que j'en enchaîne avec une autre qui porte Oui. OK. Il y a une autre de Jérôme Ouellette qui demande comment arriver à surmonter les barrières disciplinaires souvent présentes en milieu universitaire entre les différentes facultés. Oui. Je pense que c'est tout à fait bon pour le réseau de la santé également. Oui. J'enchaîne avec une autre qui est un peu différente de Pierre-André Dubé. Est-ce qu'il y a une différence sur l'impact de la pandémie sur le mode de gestion des organisations? Verticale versus transversale. OK. Il y en a une autre juste un petit peu plus loin. Et est-ce qu'il existe des meilleures pratiques pour faciliter ou pour guider la distribution des ressources et des efforts entre les activités qui sont en silo, disons-le comme ça, et les activités qui sont en pôle ou en projet, donc des activités transversales? Donc, comment faciliter ou guider la distribution des ressources entre les deux? Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, il y en a une autre, puis je pense qu'après ça, s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, on va dire okay, après là. Je vais aller rapidement sur ces questions-là. OK.
Est-ce que je lis je lis la dernière? Donne-moi la dernière, puis je vais y aller après ça. OK. Donc, Jean-Noël Bérubé, comment le mode de pensée transversale et intelligence collective peut-il s'appliquer pour l'implantation du concept de la valeur ajoutée, du dénominateur commun de l'intelligence artificielle entre les différents départements et les différentes disciplines académiques au HEC et dans les contextes de changement qui surviennent rapidement dans notre société? OK. On va rapidement sur le dernier point de l'intelligence artificielle, comment générer de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle. J'enverrai les gens. Allez voir sur le site du CHUM, allez voir l'école de gestion d'intelligence artificielle en santé. Alors, c'est exactement la réponse à la question. Autrement dit, au lieu de laisser chaque département d'expertise au CHUM faire son propre voyage en intelligence artificielle en santé, on a créé un hub de connaissances collaboratif, transversal, qui s'appelle l'École d'intelligence artificielle en santé et qui supporte chacun des départements disciplinaires dans des projets d'expérimentation d'intelligence artificielle en santé déployés localement, que ce soit en chirurgie, que ce soit en anesthésiologie, etc. Et ça permet de fédérer les ressources, ça permet de générer de l'apprentissage collectif. Et ces projets-là sont tous construits, élaborés en mode de design thinking, en mode de co-design. Donc, au lieu de dire on laisse chaque département s'approprier l'intelligence artificielle les gens en font ce qu'ils veulent dans leur propre département disciplinaire, on a préféré créer un hub de connaissances d'intelligence collective qui fonctionne très bien, qui est devenu, dans le fond, un hub aussi maintenant de classe mondiale. C'est un hub qui est ouvert. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous pouvez suivre tous les dossiers, vous pouvez vous approprier l'information. C'est ouvert, ce n'est pas fermé, mais ça répond exactement à cette question-là. On a créé un espace. Donc, c'est comme si on créait un pôle d'intelligence artificielle en santé où toutes les personnes intéressées par le sujet gravitent à l'intérieur d'un pôle, amènent des problématiques disciplinaires, mais profitent d'un effet de pôle, d'un effet de partage d'expertise de d'autres collègues pour aller plus loin sur l'intelligence artificielle en santé. Donc, l'idée de pôle ici, d'école, est une manière de soutenir, d'opérationnaliser la notion de transversalité, d'interdisciplinarité, d'intersectionnalité. Sur la différence au niveau de l'impact sur la pandémie, j'aurais le goût de dire actuellement, à mon avis, il va y avoir, avec la pandémie, puis après la pandémie, il y a comme deux sortes d'organisations de la santé. Il y a les organisations de la santé qui vivent la pandémie et qui ne se posent pas de questions, qui vont vivre, qui la subissent. Il y a d'autres organisations qui ont commencé à lancer des processus d'apprentissage en disant, dans le fond, avec la pandémie, la première question que ces organisations se posent, c'est qu'est-ce qu'on a fait de bien avec la pandémie et qu'on devrait continuer à faire? On fait des tests, on refait des tests. Là, on se disait, ben là, tant qu'on en fait. Alors, je cherche la personne dont le micro est ouvert. On va essayer de muter la personne. Ah, voilà. OK. Sur la pandémie, là, je disais qu'il y a deux types d'organisations. Il y a les organisations qui vont se mettre en processus de subir la pandémie, puis il y a d'autres organisations qui se mettent dans un processus d'apprentissage. Je pense, par exemple, dans la région de Québec, il y a déjà des grandes organisations de santé qui ont lancé des processus d'apprentissage sur qu'est-ce qu'on a bien fait dans la pandémie qu'on devrait continuer à faire, qu'est-ce qu'on a inventé pendant la pandémie qu'on devrait maintenir dans le futur, puis qu'est-ce qu'on a découvert dans nos modèles classiques, bureaucratiques, dans la pandémie qui nous ont limités et qu'on devrait abandonner dans le futur. Alors, il y a des organisations de santé actuellement qui ont lancé des processus de réflexion, d'apprentissage autour de ces trois questions-là pour réfléchir sur le mode d'organisation et leurs pratiques de gestion. Par exemple, dans la région de Québec, on a observé que quelque chose qu'on a expérimenté pendant la pandémie, qu'on va maintenir dans le futur, c'est d'abord de considérer les personnes en fonction d'une logique de rôle et non pas une logique de poste. J'ai un poste défini par une description de tâche. Dans la pandémie, j'exerce un rôle qui réfère à des habiletés plus larges que ma description de tâche, puis je vais au combat, je vais au front. Donc, cette logique de rôle, bien sûr, qu'elle continue à être réfléchie dans cette organisation pour le futur de l'organisation. Alors, je pense que, par exemple, la pandémie nous a fait découvrir qu'on était capable d'être agile dans le monde de la santé. Pensez à l'implantation de la télémédecine et du télétravail.
mais en même temps, ça nous a montré les limites au niveau de la prise de décision de nos modèles bureaucratiques. On a vu qu'on avait de la difficulté avec ces modèles bureaucratiques-là de générer de l'entraide, de la collaboration puissante. On a vu en même temps l'autre face au niveau de la pandémie, au niveau de la détresse au travail. Donc, je pense que si on se met en mode apprentissage, on va être capable d'aller chercher des apprentissages pertinents dans la perspective que j'ai évoquée aujourd'hui autour des thèmes de la transversalité et de la collaboration selon les 3 perspectives. Si je reviens à la question de comment arrimer les variables disciplinaires, j'aurais le goût de dire, si je prends mon expérience à moi, la question, c'est pour arrimer des variables, les gens, on définit souvent un prof, là on parle ici dans les universités, mais rapidement, on définit souvent un prof d'université ou un expert selon sa logique, par exemple, qui s'appelle je suis un chirurgien spécialiste, donc ma discipline, ou je suis un professeur de gestion des opérations, c'est ma discipline. Nous, pour faire collaborer les disciplines, on a voulu d'abord découvrir les passions des gens, les intérêts, plutôt que de travailler sur les disciplines. Donc, la technique que moi j'ai utilisée, c'est de faire imprimer les curriculum vitae des profs de HEC Montréal pour découvrir quels sont, au-delà de leur discipline, leurs passions et leurs intérêts personnels. Alors, c'est comme ça qu'on a trouvé la manière de faire collaborer les disciplines, c'est par des passions, par des intérêts, et non pas par des disciplines en tant que telles. Donc, c'est la logique qu'on a utilisée qui a fonctionné et que j'ai présentée dans plusieurs autres universités également, que ce soit au Québec ou en Europe. Donc, en quelque part, de dire chaque prof est expert d'un domaine, par exemple, produits dérivés en finance, mais chaque prof peut avoir aussi des intérêts au-delà des produits dérivés en finance, par exemple, la gestion des arts. Et comment faire collaborer des disciplines différentes? Bien là, ici, on a utilisé la logique des intérêts, la logique des passions pour faire collaborer des gens différents autour de capacités qui a permis de faire émerger des nouvelles capacités stratégiques. Les meilleures pratiques au niveau des ressources, je vous dirais, en termes de gestion de projet, de gestion par processus, je dirais soit de consulter les collègues en gestion de projet, gestion par processus, ou d'aller sur le Project Management Institute à Montréal, par exemple. Vous allez avoir des bonnes pratiques sur comment on gère l'attribution des ressources, le partage des rôles et responsabilités en mode projet, en mode matriciel, en mode processus. Je pense que c'est là une bonne source d'information. Ce n'est pas mon expertise pointue du tout. Comment développer la pensée transversale? Pour moi, moi, je suis un adepte qu'on change la culture, on change les cultures par des projets. Donc, en quelque part, trouver des personnes qui ont le goût de vivre un projet transversal et de travailler avec un projet, puis de valoriser les résultats de ce projet, de ce premier projet-là en mode transversal, de le valoriser par la suite dans l'organisation pour aller vers un deuxième, un troisième projet en mode transversal pour aboutir à quelque chose qui va fonctionner de manière plus globale dans une organisation, mais j'irais par une approche par projet. Voilà. Merci énormément. C'était une réponse très synthétique à toutes les questions en même temps, mais c'est à ce moment-là qu'on déguste le plus les paroles et le génie de Réal Jacob. Merci énormément. S'il y a des gens, les collègues veulent compléter, là, les collègues Alain, Jean-Marc, les deux Alain, Céline, l'expérience de HEC. Mais essentiellement, tout ce que j'ai raconté, vous le retrouvez. À part des plateformes collaboratives, là, je vais envoyer un document à Ariane Hélène là, où j'ai présenté ces choses-là au Conseil exécutif du gouvernement du Québec. Donc, vous donner un peu le goût peut-être d'aller plus loin sur les plateformes. Il y en existe plus qu'on pense. Elles sont souvent méconnues. Il y en existe beaucoup plus qu'on pense en santé. Elles sont méconnues. Il y en a déjà quelques-unes sur le campus de l'Université de Montréal. Donc, en quelque part, j'enverrai un petit document à Ariane Hélène qu'on pourra attacher aux documents qui sont les revues de documentation, les études de cas qu'on a réalisées. Parfait. Bien, je vous rappelle effectivement pour tous ceux qui ont posé la question en ligne que la présentation, les diapositives et l'enregistrement vont être disponibles sur notre site Internet avec les rapports dont il a été mention aujourd'hui. Juste avant qu'on se quitte, je vous mets dans le clavardage un lien
Donc, le pôle santé a besoin de votre aide en ce moment pour une large étude sur la santé psychologique des travailleurs. C'est une étude pan-canadienne, mais le nombre de répondants québécois tire de la patte par rapport aux autres provinces. Donc, si vous êtes soignant au travers de la santé, je vous invite à aller remplir ce questionnaire en ligne. Donc, on a notre saison qui débute avec la présentation d'aujourd'hui. Il y a 3 autres qui sont prévues et pour lesquelles vous recevrez une invitation. Donc, le 3 février sur le mieux-être au travail et le 15 mars aussi sur le rapport Claire, 20 ans après, par ces 3 auteurs, Michel Clair, Léonard Aucoin, Howard Bergman, et le 7 avril sur les programmes d'innovateurs en résidence. Bien, merci énormément d'avoir été là. Merci beaucoup, Réal Jacob, et puis bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci.